Ce mois de février dernier, quelque chose m'est arrivé, quelque chose dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ce n'était pas une simple frayeur, comme quand un chat noir surgit de l'ombre ou qu'un coup de klaxon retentit sans prévenir. Non, c'était plus profond, plus insidieux. Le genre d'expérience qui ne fait pas que vous terrifier, mais qui vous change. Et je jure, sur ce qu'il me reste de raison, que plus jamais je ne mettrai les pieds sur le Mogollon Rim après la tombée de la nuit. Si vous ne connaissez pas l'Arizona, le Mogollon Rim est cette vaste étendue de forêts de pins accidentées et de montagnes déchiquetées qui s'étirent à travers le nord-est de l'État. Rien à voir avec les plaines arides et brûlantes autour de Phoenix. Là-haut, il fait plus frais, plus calme. C'est une beauté particulière, comme celle d'une vieille église abandonnée, haunting, sereine, et d'une manière ou d'une autre, pas tout à fait accueillante. Avant, j'adorais cet endroit. Des imposants pins ponderosa autour de Payson jusqu'au sommet enneigé près de Pintop, c'était, pour moi, un morceau de paradis sur terre. Mais plus maintenant. Il était près de minuit, par une nuit glaciale de février, et je roulais de Phoenix à Albuquerque. Ma grand-mère était malade, à l'article de la mort, et ma patronne, que Dieu la bénisse, m'avait accordé quelques jours de congé pour aller lui rendre visite. Pour éviter les accidents et la glace sur l'I-17 près de Flagstaff, j'avais décidé de prendre un itinéraire moins fréquenté. La route 427, puis la route 260, qui finirait par rejoindre l'I-40. Une bonne idée, en théorie. Quelque part sur la 260, la fatigue m'a frappé comme un coup de masse. Mes yeux brûlaient, mes mains pesaient sur le volant, et je savais que je ne tiendrais plus longtemps sans une pause. J'ai aperçu un petit lodge niché dans les arbres, un trou perdu du nom de Forest Lakes. Le lodge était plongé dans l'obscurité, son parking désert. Aucune voiture sur la route, aucune lumière aux fenêtres. Ce silence n'avait rien de paisible. Il était oppressant, comme si l'endroit retenait son souffle. Je suis sorti de ma Jeep et j'ai attrapé une canette de Red Bull dans un distributeur à l'entrée, pensant qu'un peu de caféine suffirait. Mais alors que je m'asseyais sur un banc dehors, écoutant le vent murmurer à travers les pins, je l'ai entendu. Un bruit. Faible au début. Il venait de la forêt, de l'autre côté de la route. Un son étrange, anormal, qui m'a hérissé les poils de la nuque. Ce n'était pas le cri d'un animal, ni le bruissement des branches. C'était autre chose. Contre toute logique, j'ai traversé la route pour voir. La forêt était plus froide que je ne l'avais imaginé, la neige crissant sous mes bottes alors que je m'enfonçais entre les arbres. Le vent y était plus vif, transperçant ma veste comme s'il me haïssait. Ce malaise diffus que j'avais ressenti plus tôt, il s'était transformé en une présence, une emprise invisible qui se resserrait autour de moi. Puis les rires ont commencé. D'abord faibles, un léger gloussement aigu comme celui d'un enfant jouant un mauvais tour. Mais ils ont enflé, résonnant à travers les arbres, se répercutant d'une manière qui rendait impossible de deviner d'où ils venaient. La tonalité était fausse, distordue, comme une aiguille raclant un vieux vinyle. C'était un rire, oui, mais pas humain, pas même proche. J'aurais dû fuir immédiatement, mais au lieu de ça, comme un idiot, j'ai crié dans l'obscurité « Qui est là ?» Le rire n'a pas cessé. Il s'est transformé, en paroles, cette fois. Des mots rauques, gutturaux. Peu importe ce que je suis, a soufflé la voix. Ce qui compte, c'est que je suis heureux. Tellement, tellement heureux. C'en était trop. J'ai détalé. Je ne savais même pas où j'allais. Je courais juste, fendant la neige et les branches, mon cœur cognant contre mes côtes. Mais le rire me suivait, grandissant, devenant hystérique. Et puis, je les ai vus. 5 têtes de cerf tranchées, disposées dans la neige en forme d'étoile. Le sang était encore frais, fumant contre le sol glacé, et l'odeur m'a frappé, métallique, écœurante. Les yeux vitreux des bêtes me fixaient, leur gueule figée en un cri silencieux. J'ai flanché et vomi, là, sur place. Mais la chose dans les bois s'en fichait. Elle continuait à rire comme si tout cela n'était qu'une immense farce. Je me suis remis debout et j'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Mes poumons brûlaient, mes jambes me hurlèrent d'arrêter, mais je n'ai ralenti que lorsque j'ai aperçu le faible éclat de la route entre les arbres. Le rire s'est estompé alors que j'atteignais ma Jeep, mais je vous jure que je pouvais encore le sentir, comme un écho incrusté quelque part dans mon crâne. Je ne me souviens pas d'avoir ouvert la portière ni mis le contact. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir quitté ce parking en trombe, laissant Forest Lakes disparaître dans mon rétroviseur aussi vite que possible. Même aujourd'hui, des mois plus tard, ces souvenirs me hantent encore. Il m'arrive d'entendre ce rire au beau milieu de la nuit. L'odeur du sang me revient, l'image de ces yeux vides de cerf me hante. Ce qui se cachait là-bas, dans ces bois, ce n'était pas humain, ce n'était pas naturel, et ce n'était certainement pas heureux. Là était la malédiction dans mon sang. Vous est-il déjà arrivé d'avoir cette sensation, d'être observé? Vous vous dites que ce n'est rien, juste une poussée de paranoïa. Mais malgré tout, vous accélérez le pas. Vous fermez votre porte à clé, vous vérifiez 2 fois les fenêtres,
parce que vous avez lu trop d'histoires, vu trop de faits divers pour ignorer cet instinct. Moi, cette sensation, je l'ai toujours eue. Ce n'est pas de la paranoïa pour moi, c'est mon ombre, toujours là, toujours en attente. Quand j'avais 5 ans, je me suis réveillé à cause de l'odeur, aigre, métallique, si forte qu'elle m'a brûlé la gorge. J'ai descendu les escaliers, encore à moitié endormi, et j'ai trouvé mes parents baignant dans leur propre sang. Le voisin a appelé la police, et ils m'ont retrouvé inconscient sur le pas de la porte. Évanoui, ont-ils dit. Qui ne l'aurait pas fait? C'était un carnage, du genre qu'on ne traverse pas sans en garder des séquelles. Le médecin légiste a conclu à une attaque animale, un grand prédateur, un ours ou un loup. Mais personne n'a jamais pu expliquer comment la bête était entrée dans la maison. Quand j'avais 8 ans, ça s'est reproduit. Cette fois, c'était mon oncle et ma tante, ceux qui m'avaient recueilli. Déchiquetés dans leur lit, même sang, même morsure, même regard vide chez les flics. On m'a envoyé en foyer, puis de famille d'accueil en famille d'accueil, comme si j'étais un meuble cassé dont personne ne voulait. J'étais un gamin qui avait soif d'amour, qui souriait trop facilement et s'accrochait trop fort. Mais à chaque fois que je trouvais quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, l'ombre revenait. Les murmures ont commencé, les travailleurs sociaux ont commencé à me considérer comme un gamin maudit. Un jour, j'ai surpris l'un d'eux chuchoter en me voyant arriver dans une nouvelle famille. Ce gosse, il a quelque chose qui cloche. Quand j'ai quitté le système, c'était devenu une évidence. Quiconque m'aimait finissait mort. J'ai essayé de passer à autre chose. L'université semblait être un nouveau départ, un endroit où personne ne connaissait mon passé. Mais l'ombre est revenue. Un matin, on a retrouvé mon colocataire, Tony, en morceaux. Moi, j'étais assis sur le canapé, tremblant, incapable d'expliquer quoi que ce soit. C'est là que la police a commencé à vraiment s'intéresser à moi. C'est toi qui l'as fait, disait-il, avec cette certitude froide dans les yeux. Ça ne peut être que toi. Mais ils n'ont jamais trouvé la moindre preuve, pas une empreinte, pas une trace de sang qui me relie aux scènes de crime. Pourtant, je suis devenu un fantôme dans leur système, promené d'interrogatoire en interrogatoire comme un mauvais rêve récurrent. Chaque nouveau flic pensait être celui qui allait enfin me faire avouer. Aucun n'y est jamais arrivé. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas tort de me suspecter, parce que ça n'arrive que quand je suis là. Les victimes sont toujours des personnes que j'aime. Les attaques laissent les corps lacérés, déchiquetés par quelque chose de sauvage, de primitif. Et la salive et les poils retrouvés sur les cadavres, épais, gris, accrochés à leur peau. Ils ne correspondent à aucune espèce connue. Et je suis toujours là, toujours endormi, ou juste hors de la pièce quand ça arrive. La peur ne vous quitte plus après ça. Elle s'infiltre dans vos os, dans votre souffle. Vous ne dormez plus, vous ne souriez plus. Vous commencez à repousser les autres parce que chaque poignée de main, chaque éclat de rire ressemble à une condamnation à mort. J'ai fui des emplois, des villes, des gens qui tentèrent de s'approcher trop près. Mais Suzy a glissé entre les mailles du filet. Elle se fichait de mon passé, elle se fichait du sang sur mes mains, métaphoriquement ou non. Avec elle, j'avais l'impression d'être à nouveau humain. Et maintenant, elle est là, endormie contre mon épaule, sa respiration douce et régulière. Moi, je ne suis plus humain. Ça rampe sous ma peau. Cette chose, cette ombre qui vit en moi. Ma vision se trouble, s'assombrit sur les bords, comme si une caméra perdait sa mise au point. Je sens les changements commencer, les poils qui jaillissent comme des aiguilles déchirant la chair. Les dents, mon Dieu, les dents qui poussent, acérées, affamées. Suzy murmure dans son sommeil, s'appuie un peu plus contre moi, et soudain, ce n'est plus Suzy, c'est de la chair. C'est chaud, vivant, et j'entends le battement de son sang comme une sirène hurlant dans mes oreilles, appelant la chose qui griffe pour sortir. Ça recommence, mon Dieu, ça recommence. Je suis une journée comme une autre, un récit des ombres. C'est drôle, comme certaines phrases finissent par perdre leur sens avec le temps. Une journée de plus, $1 de gagné. Ça fait des années que je me le répète, mais dernièrement ça sonne comme une incantation vide. Quand j'ai décroché ce job à la Fourrière, ce n'était pas si mal. Un badge clinquant, un salaire correct et l'impression de sauver quelques vies poilues. Toujours mieux que de balancer les pizzas à 2h du matin dans un boui-boui bondé de Bourbon Street. À l'époque, j'avais l'impression de faire quelque chose qui comptait. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre bête. Bonjour, Rosie, lançai-je en entrant. La vétérinaire remplaçait la réceptionniste qui cuvait sa gueule de bois dans les toilettes. Rosie, douce Rosie, me fit ce sourire maternel qui, malgré les néons aveuglants et l'odeur d'antiseptique, réussissait toujours à réchauffer un peu la pièce. Elle me tendit ma radio avec un bonjour mon grand chantant, puis sortit un clipboard de derrière le bureau. Mais son hésitation en disait long. Cette journée n'allait pas être bonne. Quand elle releva enfin les yeux, elle évita les miens. La bonne nouvelle, c'est que tu seras en patrouille pour la seconde moitié de ton service. Je lui tapotai la main, lui montrant que je ne lui en voulais pas. Ce n'était pas de sa faute.
Elle me sourit en retour faiblement, comme le font les gens qui retiennent leurs larmes. 4 heures plus tard, j'ai pris ma pause, mais mon appétit s'était envolé depuis longtemps. Mon compteur était monté à 489. 489 vies effacées. 30 aujourd'hui. Des chiens heureux, en bonne santé, condamnés parce qu'il n'y avait plus de place. La liste, mon Dieu, cette liste. Dans certains refuges, ils impriment les noms, quelque chose de propre, presque respectueux. Ici, c'est un monstre plastifié, accroché à une cage brisée, avec à euthanasier griffonné au marqueur indélébile en haut. Chaque matin, notre patron choisit entre 30 et 60 animaux qu'il pense sans espoir. Nous, on est juste là pour faire le sale boulot. Je suis sorti, j'ai fumé 2 cigarettes en silence et je suis retourné à l'intérieur. C'est là que je l'ai vue. Pig. Une petite bâtarde avec des pattes trop longues pour son corps et les yeux les plus tristes et humains que j'ai jamais vus. Elle était arrivée après la mort de son maître. 2 semaines, grand maximum, avant que son nom n'apparaisse en violet sur le tableau effaçable. Je suis entré dans sa cage. Elle a grimpé sur mes genoux sans hésitation, se roulant en boule contre moi, chaude et fragile. 1 minute plus tard, Rosie nous a rejoints, caressant doucement les oreilles de Pig. On n'a rien dit. On n'avait pas besoin. On savait tous les deux ce qui allait arriver. « Je crois que je vais l'emmener chez moi », ai-je fini par murmurer. Rosie pencha la tête. Je croyais que Maria ne voulait pas d'animaux. On a rompu, dis-je, le regard fixé sur Pig, son petit corps tremblant, tandis qu'elle somnolait sur mes genoux. J'ai emménagé chez mon père le week-end dernier. Rosie ne posa pas de questions. Elle se contenta de passer un bras autour de mes épaules et de murmurer « Si tu ne la prends pas, mon grand, je le ferai. » Malapatrouille ne fut pas trop mauvaise ce jour-là. Parfois, c'est l'enfer. Ramasser des errants à moitié morts de faim, gratter des carcasses sur l'asphalte, interrompre des combats de chiens clandestins. Aujourd'hui, pourtant, ce n'était que des rondes de routine, tranquilles, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Unité 285. Unité 285. Quelle est votre position ? La voix de Donna, notre opératrice radio, claqua dans le haut-parleur. Je lui indiquai mon adresse. Elle ricana, un son qui annonçait toujours des ennuis. Un blessé derrière la pizzeria de King Road. Super. Encore une ruelle crasseuse. Encore un pauvre animal en détresse. Je me garai derrière la pizzeria, où une serveuse blonde m'accueillit avec un enthousiasme un peu trop débordant. Elle me montra l'arrière du bâtiment, pensant sûrement que j'étais là pour sauver une pauvre bête. L'allée était un enchevêtrement d'ombre et de graisse. L'odeur de patrance et de fromage brûlé s'accrochant à l'air lourd. Je m'approchai d'une couverture qui frémissait dans un coin, sortant quelques friandises de ma poche. De petits miaulements me guidèrent vers un chaton recroquevillé sous le tissu. À l'instant même où je le ramassais, l'air se glaça autour de moi. Un grondement sourd résonna derrière mon dos. Je me retournai et mon cœur s'arrêta presque. Un homme, ou quelque chose qui lui ressemblait, se tenait là, maigre, couvert de plaies, mais indéniablement menaçant. Son visage était dissimulé sous un masque de loup, trop réaliste, du genre à déclencher une alarme viscérale dans le cerveau. Il tomba à 4 pattes, le masque semblant fusionner avec la courbe voûtée de son dos. Son grognement s'intensifia. Avant même de réfléchir, mon taser était dans ma main. Un éclair d'électricité le frappa en pleine poitrine. Il s'effondra, convulsant juste assez longtemps pour me permettre de fuir. Je courus jusqu'à mon van, hurlant à la serveuse blonde de monter avant que cette chose ne se relève. Elle ne posa aucune question. Maintenant, je suis assis au refuge avec Nicole. C'est ainsi que s'appelle la serveuse, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Quand j'ai décrit l'homme à Tommy, il est devenu livide. Je n'avais jamais vu cet homme perdre son sang-froid. Mais il a marmonné quelque chose en français avant de détaler presque en courant. Demain, je dois patrouiller dans cette zone à nouveau. Et une partie de moi veut y retourner. Pour voir si cette chose est toujours là, tapis dans l'ombre. Néo, laisse-moi te parler du Fitbit que j'ai reçu en cadeau le mois dernier. Un modèle Versa, brillant et élégant. Au début, c'était juste un gadget amusant, rien de plus. Je suis devenu cette personne, celle qui saoule tout le monde avec ses comptes de pas et qui fait des choses ridicules comme trottiner sur place pendant les pubs, juste pour atteindre les 10 000 pas quotidiens. C'était une petite lueur dans une période autrement épuisante de ma vie. Une période où simplement traverser la journée relevait de l'exploit. Alors, si j'arrivais à enregistrer mes 250 pas par heure, je considérais ça comme une victoire. Mais après la première semaine, quelque chose a commencé à clocher. Un matin, en sirotant mon café et en consultant l'application Fitbit, j'ai vu quelque chose d'étrange. La journée venait à peine de commencer, et pourtant, l'appareil indiquait déjà 7000 pas. 7000.
Tout ce que j'avais fait, c'était descendre les escaliers pour prendre mon petit déjeuner. Quoi 50 pas, 100, à tout casser. Mon duplex n'est pas exactement un manoir. J'ai haussé les épaules. Peut-être que l'appareil manquait de précision. Ces trucs ne sont pas infaillibles. Non, juste un bug, me suis-je dit. Rien d'inquiétant. Mais ça s'est reproduit. Encore. Et encore. 2 semaines plus tard, j'ai remarqué que ma moyenne de pas augmentait, même les jours où je ne faisais presque rien. Bizarre. Et mon rythme cardiaque au repos, plus élevé que d'habitude, alors que je suis plutôt en bonne forme. C'est là que j'ai commencé à creuser. J'ai ouvert le détail horaire d'une de ces journées anormalement actives et je me suis figé. Apparemment, j'avais couru, vraiment couru, façon marathon, entre minuit et 4 heures du matin. Minuit à 4 heures. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas du matin. Et quand mon Fitbit m'affirme que je parcours des kilomètres, je suis à peu près sûr d'être profondément endormi. Ou du moins, je suis censé l'être. À peu près au même moment, j'ai commencé à me réveiller courbaturé. Mais vraiment courbaturé, comme après une séance de sport trop intense. J'ai mis ça sur le compte de journée un peu trop active. Rien de grave. Jusqu'à ce que les égratignures et les bleus apparaissent. D'abord des éraflures anodines, puis des marques plus nettes, des hématomes sombres et douloureux. Et chaque matin, il y avait ça, un compteur de pas délirants qui me fixait depuis l'application. J'ai décidé d'expérimenter. 2 nuits de suite, je suis resté éveillé, déterminé à me surprendre en pleine action. Rien. J'ai juste attendu, épuisé, sans que quoi que ce soit ne se passe. J'ai arrêté de boire aussi, pensant que je pouvais peut-être marcher en dormant sous l'effet de l'alcool. Aucune différence. Et puis, ce matin est arrivé. Je me suis réveillé couvert de sang. Pas juste une égratignure, pas juste quelques gouttes. Ma chemise était imbibée, mes draps en pagaille, et mon Fitbit affichait fièrement 10 000 pas pendant la nuit. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, cherchant l'origine du sang. Un saignement de nez, peut-être ? Mais non. Le sang n'était pas le mien. C'est là que la panique m'a frappé. Je ne suis pas un type violent. Je n'ai pas d'ennemis. Je vis ma vie tranquillement. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je fais du somnambulisme. Je perds conscience. Je fais des choses dont je ne me souviens même pas. Désespéré, j'ai configuré mon Fitbit pour suivre mes mouvements en temps réel, synchronisé avec le GPS de mon téléphone. Cette nuit, je vais le laisser tourner. Et demain, je suivrai la trace. Voir où j'ai été si tout cela a un sens. Je n'ai aucune idée de ce que je vais découvrir, ni de qui je vais découvrir. Mais voici ce qui me terrifie le plus. Et si je mettais enfin le doigt sur la vraie raison pour laquelle je me réveille courbaturé, couvert de sang et vidé de toute énergie, et si le Fitbit savait quelque chose sur moi que j'ignore, et si, depuis le début, il essayait de me prévenir. Reprenons depuis le début, là où tout a commencé à basculer, là où je croyais encore pouvoir comprendre. Je pensais que placer quelques caméras chez moi mettrait fin à cette folie. Des caméras bon marché, rien de bien sophistiqué. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Peut-être que je ne voulais pas savoir. Mais j'avais besoin de réponses, et vite. Si tu te poses la question, non, je ne suis pas un loup-garou. Même si, honnêtement, ce serait plus facile à accepter que ce que j'ai découvert. Parce qu'avec un loup-garou, on peut blâmer la bête, l'animal, on peut s'en dissocier. Mais ça c'est tout moi. Et c'est une horreur dont je ne peux pas m'échapper. Dès mercredi matin, je me suis réveillé avec 17 000 pas au compteur, courbaturé, broyé, mais pas de sang cette fois, seulement des traces sous mes ongles et sur mes mains. J'ai appelé le boulot pour dire que j'étais malade, impossible de voir qui que ce soit dans cet état. Alors je me suis assis devant mon ordinateur, les mains tremblantes, et j'ai lancé les enregistrements des caméras. Minuit. C'est là que ça a commencé. La vidéo me montrait me redresser d'un coup dans mon lit, les mouvements secs, désarticulés. Je me suis habillé avec une précision mécanique. Puis, comme une marionnette, j'ai rampé sous mon lit et j'en suis ressorti avec un couteau et un pistolet. Un couteau et une arme à feu. D'où est-ce qu'il sortait ? Mon cœur battait à tout rompre en mettant la vidéo sur pause. Je me suis précipité dans ma chambre, me jetant à terre pour vérifier. Je ne possède pas d'arme. Je n'ai jamais tenu de pistolet de ma vie. Frénétiquement, j'ai tout arraché de sous le lit. Des vieilles boîtes, des souvenirs oubliés, de la poussière. Rien. Puis j'ai vu un éclat métallique briller dans le tissu déchiré du sommier. J'ai braqué ma lampe dessus et il était là, le couteau de la vidéo. Toujours taché de sang séché. J'ai tiré sur le tissu, ma respiration courte, précipitée. Ma main a fouillé l'ouverture et j'en ai sorti un pistolet, puis un sac en plastique. Je me suis laissé tomber sur le sol, le monde tanguant autour de moi tandis que j'ouvrais le sac. À l'intérieur, les vêtements que je portais sur les images, saturés de sang, froissés et indéniablement à moi. J'ai voulu hurler, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là, muet d'effroi. Qu'est-ce qui m'arrive ?
De retour devant mon ordinateur, j'ai forcé ma main tremblante à appuyer sur « Lecture ». La vidéo a continué, on me voyait quitter ma chambre, les armes dissimulées sur moi. La caméra du salon m'a capté en train de faire les 100 pas, mes gestes brusques, chargés de rage. J'ai frappé les murs, j'ai renversé les meubles, puis je me suis calmé, lentement, délibérément. Je suis sorti. Les images ont repris plusieurs heures plus tard. Il était 4h30 du matin, je revenais, boitant, en sang, mon visage tordu en quelque chose d'inconnu. C'était moi, mais ce n'était pas moi. Mes yeux étaient fous, mes mouvements lourds mais résolus. Je me suis vu disparaître dans ma chambre, puis la vidéo s'est arrêtée. Je n'ai pas pu encaisser. J'ai saisi mon téléphone et ouvert l'application Fitbit, suivant l'itinéraire que j'avais parcouru cette nuit-là. La carte affichait mon trajet exact, avec des arrêts marqués là où j'avais ralenti. Je ne voulais pas y aller, mais je devais. Les stations premier arrêt, un parc, un sentier sombre qui serpentait dans les bois. J'ai pris la voiture, les mains crispées sur le volant, si fort que mes doigts me faisaient mal. Le chemin menait sous un pont, mal éclairé, oppressant. C'était là que je m'étais arrêté. J'ai cherché autour de moi, chaque pas me retournant l'estomac. Puis, je l'ai vu. Un sac de sport noir, à moitié dissimulé sous des feuilles. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des munitions, des gants, du ruban adhésif, une corde, un autre couteau. J'ai lâché le sac comme s'il m'avait brûlé. Tout mon être hurlait de fuir, de ne toucher à rien, appeler la police. Ne pas laisser mes empreintes là-dessus. Mais à quoi bon? Il n'aurait même pas besoin d'empreintes. J'étais littéralement pris en flagrant délit. Chez deuxième arrêt, un quartier chic, de grandes maisons, des vérandas, des pelouses impeccables. J'ai roulé lentement, le cœur battant à tout rompre. Puis, je l'ai vu. La lumière des gyrophares, le ruban jaune de la police, un attroupement de badauds murmurant entre eux. J'ai vérifié la carte. C'était là. Mon deuxième arrêt. Je suis sorti de la voiture, mes jambes à peine capables de me porter. J'ai approché la scène, la gorge nouée. J'ai demandé ce qui s'était passé. Une femme a dit qu'elle avait entendu des cris en pleine nuit. Un autre a mentionné les sirènes qui l'avaient réveillée. 2 morts, a-t-elle ajouté. Un homme et un adolescent. Je suis retourné à ma voiture en titubant, suffocant. Les ambulanciers transportèrent des corps sous des draps, des formes anonymes. Je ne pouvais pas comprendre. Mon cerveau refusait de connecter les points, même si le sang sur mes mains criait la vérité. J'avais fait ça. Il y a encore tellement de choses que je devrais écrire, mais je n'y arrive pas. Pas maintenant. Cette nuit, je reste éveillé, terrifié à l'idée de m'endormir, de voir ce que je deviens quand le monde s'éteint. Mais au fond de moi, je le sais déjà, cette chose en moi, ce monstre, c'est moi, et je ne suis pas sûr de pouvoir jamais me réveiller en étant le même. Là-haut, dans ma mémoire, ce souvenir est gravé comme une cicatrice irrégulière, une trace de ces choses que l'on voit enfant, mais que l'on ne commence à comprendre que bien plus tard. Pennsylvanie occidentale, 1965. J'avais 7 ans. Mon ami et moi explorions les bois denses du mont Cresson. Il habitait tout près, et cette forêt était notre terrain de jeu. Un labyrinthe indompté, plein d'ombres et de secrets. Nous avons traversé un ruisseau glacé au fond d'un ravin, puis nous avons grimpé, les arbres se refermant sur nous à chaque pas. Peut-être à 1 kilomètre dans notre ascension, nous sommes tombés sur quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un dôme. Une structure faite entièrement de branches entrelacées, dressée parmi les troncs, à la fois organique et anormale, comme si elle avait poussé là avec une intention malveillante. C'était grand, assez haut pour qu'un enfant de 7 ans puisse y entrer sans se baisser. Et c'est ce que j'ai fait. L'odeur m'a frappé en premier. Un relent rance, fétide, qui m'a pris à la gorge. À l'intérieur, le sol était tapissé d'herbes fraîches disposées avec soin, presque comme un lit. Aucune trace humaine. Pas de canettes de bière, pas de mégots de cigarettes, pas de papier de bonbons. Mais il y avait des os, petits, peut-être d'oiseaux, peut-être d'autres choses. Les bâtons éparpillés autour semblaient presque taillés en outils. L'air empestait, une puanteur si forte que nous avons reculé. Et c'est là que nous l'avons senti, ce frisson qui court sur la nuque, cette sensation irréfutable d'être observé. Nous avons scruté la pente au-dessus de nous, mais les arbres ne nous offraient aucune réponse. Seulement des ombres qui s'épaississaient à mesure que le crépuscule s'installait. Alors nous avons détalé, le cœur battant à tout rompre, et nous avons raconté à son père ce que nous avions trouvé. Il a haussé les épaules. « Juste une cabane de vagabonds », a-t-il dit. Mais nous savions que non. Nous avions déjà vu des camps de sans-abri. Aucun d'eux ne dormait sur un lit d'herbe entouré d'ossements.
et nous avions aperçu quelque chose, une ombre qui bougeait entre les arbres. Peut-être un éclat d'yeux réfléchissant la lumière. Son père a rejeté ça aussi. Un raton laveur, ou peut-être quelqu'un qui portait des lunettes, a-t-il dit. Mais au fond de nous, nous savions. Ce que nous avions senti, ce n'était pas humain. Mais quelques semaines plus tard, un samedi matin noyé dans le brouillard, j'étais de nouveau chez mon ami. Nous étions affalés sur le sol du salon, à moitié absorbés par un vieux film d'horreur en noir et blanc, de Mancia 13, je crois. L'histoire n'avait pas beaucoup de sens pour nous, mais l'ambiance, les images effrayantes, les sursauts nous captivaient. Dehors, le brouillard serpentait autour de la maison, épais comme du velours. C'est alors que nous l'avons entendu, un bruit sourd contre la porte d'entrée. Nous nous sommes tournés d'un même mouvement et mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. À travers les étroites fenêtres, en hauteur sur la porte, un visage nous regardait, un visage de chien. Mais il y avait un problème, c'était trop haut. Quoi que ce soit, il devait mesurer au moins 2 mètres pour pouvoir regarder à travers ses fenêtres. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Et dans nos esprits, nous avons tous deux pensé le même mot, loup-garou. Puis il a disparu, s'est baissé, hors de notre champ de vision. Nous nous sommes précipités vers la grande baie vitrée qui dominait le salon. À travers le brouillard, nous l'avons vu à nouveau. Une ombre, bougeant juste assez loin pour que nous ne puissions pas distinguer les détails, mais il n'y avait aucun doute sur sa silhouette. Elle était dressée. Elle avançait sur ses pattes arrière avec une sorte de démarche maladroite, un passo, ses pattes avant tendues devant elle comme des bras grotesques. Elle s'est fondue dans la lisière des arbres, et nous sommes restés là, figés, tremblants, essayant de comprendre. Cela pouvait-il être la créature qui avait construit la cabane dans la forêt ? L'idée semblait logique dans le raisonnement terrifié de l'enfance. Mais nous n'avons jamais osé en parler à ses parents. Ils auraient ri de nous. Des années plus tard, j'ai entendu parler du Grassman de l'Ohio, une créature ressemblant à un Sasquatch, censé rôder dans cette région. Encore plus tard, des témoignages ont émergé sur quelque chose qu'on appelait le Dogman, un monstre décrit comme un gigantesque canidé bipède, avec des apparitions signalées en Pennsylvanie occidentale. Cela correspondait exactement à ce que nous avions vu à travers la fenêtre ce matin-là. Aujourd'hui encore, je suis soulagé de ne pas l'avoir croisé face à face. Mais une petite partie de moi regrette. J'aurais voulu le voir plus distinctement, juste pour savoir, pour être sûr de ce que nous avons affronté. Mais même maintenant, je ne peux pas penser à ces bois sans sentir un frisson courir le long de mon échine. L'idée d'être sur cette montagne au crépuscule, ou pire, de ce qui aurait pu arriver si ça avait réussi à entrer. Cela suffit encore à me tenir éveillé la nuit.